Bonjour à tous. Nous sommes ravis de vous retrouver pour ce quatrième webinaire innovation et webin des HCL. Aujourd'hui, pour cette séance estivale, juste avant le début des congés pour certains, on a la chance de pouvoir compter parmi nous deux partenaires très importants de l'innovation aux HCL. Pulsalis et la Fondation HCL. L'idée est de découvrir ensemble pendant l'heure qui nous attend les différents leviers qui existent pour développer les innovations dès la preuve de concept. Donc, on se trouve en amont du continuum qui va de l'invention, c'est-à-dire l'idée qu'éventuellement on protège et qui va jusqu'à la mise sur le marché d'une innovation. Et on va explorer aujourd'hui avec nos partenaires les phases donc, qui se trouvent plutôt au début de l'aventure. Dans un premier temps, je vais laisser la parole à Anne Doro, qui est responsable de programme chez Pulsalis, qui va vous présenter les rôles, les missions de Pulsalis, et puis également en faisant un petit focus sur les liens très particuliers qui unissent la SAD Pulsalis dans notre environnement avec notre CHU. Ça durera environ 35 minutes. N'hésitez pas à poser des questions dans le chat, nous pourrons les répondre au fur et à mesure. Ensuite, je passerai la parole à Sophie Mérigot, qui est la déléguée générale de la Fondation HCL, qui présentera là aussi les missions, les actions de la Fondation HCL en général, mais plus spécifiquement au service de l'innovation. Donc, je vais leur laisser la parole. Tout d'abord, Anne Doro, merci beaucoup d'être là et de représenter la SAT à nos côtés. Bonjour à tous. Donc, attendez, je vais partager la présentation. Merci de nous avoir invités déjà. Armel, cette invitation. Alors, donc, je vais vous parler des projets d'innovation que Pulsalis a menés en collaboration avec les HCL pour vous montrer effectivement quel levier on peut trouver dans la réalisation de ces projets. Donc déjà un petit peu, l'intervention va être un peu en trois parties pour vous expliquer un petit peu déjà qui nous sommes, vous donner des éléments de méthode sur la conduite de projets innovants tels que nous menons. Et en troisième partie, je vais faire un focus sur 4 projets qu'on a menés en collaboration avec les HCL, avec, vous verrez, des personnes avec d'horizons assez différents, des technos aussi assez variés. Donc déjà, pour nous présenter notre mission, en fait, notre matière première, c'est vraiment... Excusez-moi, Anne, les diapos ne défilent pas. Est-ce que vous pouvez essayer de... Alors, les diapos ne défilent pas. Essayez de pas défiler. Vous voyez construire les produits. Oui, on va construire les produits. Okay, c'est bon, c'était normal. Je suis en train de parler de... Attends, on explique que notre matière première, voilà, ce sont les découvertes des chercheurs, donc des résultats de recherche, que nous agissons sur le territoire de Lyon et de Saint-Étienne. Et notre mission, c'est vraiment, à l'issue de ces projets de développement, d'élaborer des produits et des services innovants. Et en question, on adresse la santé, mais pas que la santé. Voilà. C'est un peu généraliste. Donc, je continue. En fait, à qui nous nous adressons? Donc, nous avons ces fameux chercheurs, mais également aujourd'hui les praticiens et les cliniciens. Dans nos projets sont inclus également des entrepreneurs de start-up. Donc, les start-up, ça va être ce qu'on appelle des jeunes entreprises innovantes, soit qui vont être créées au moment, donc pendant la réalisation de ces projets innovants, ou alors qui existent déjà, mais depuis assez peu de temps, donc 1 an et 2 ans, c'est assez typique de ces jeunes entreprises innovantes. Et les industriels, donc dans le cas de la santé, ça va être par exemple des laboratoires pharmaceutiques ou des fabricants de dispositifs médicaux, sont également participent à nos projets et seront potentiellement donc, des futurs exploitants de ces résultats que nous aurons continué de développer dans nos projets qu'on appelle de maturation. Je continue. Donc notre terrain de jeu, c'est vraiment partir d'actifs technologiques. C'est pour ça que nous, on appelle ça de la deep tech. Voilà, vraiment des résultats de recherche.
On va adresser une population importante sur le territoire de Lyon-Saint-Étienne, d'environ 12 000 chercheurs, présents ensemble plus de 170 laboratoires, et nos actionnaires, donc c'est la Banque publique d'investissement, le CNRS, l'Université de Lyon, et nous sommes environ une cinquantaine de personnes avec des métiers assez différents. Je continue, nous sommes donc partenaires de l'écosystème, soit je dirais, sur des acteurs de la santé tels que le CLB, les HCL ou le CHU de Saint-Étienne, mais également des acteurs qui travaillent plus en aval dans le développement tels que Noveca, Lyon Bioco, BioAster, Lightyear Lab ou le cancer. Donc, nous existons en fait depuis 2013. Dans la conduite de projet, donc, nous avons investi sur plus de 270 projets pour un montant d'environ 30 millions. Et en fait, à l'issue de ces projets, on va avoir deux voies de sortie. Donc, soit il y a la création de jeunes entreprises innovantes, on en a créé plus de 120, ou des entreprises classiques qui sont, par exemple, dans le cas de la santé, des fabricants de médicaments dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, ce qui est important de noter justement dans notre rôle, c'est de créer de la valeur économique. Et donc, au travers de ces startups, il va y avoir de la création d'emplois, de la génération de chiffre d'affaires et les levées de fonds, c'est très important puisque nous agissons comme investisseurs, mais le but, c'est d'accompagner ces jeunes entreprises qui ont été créées vers d'autres investisseurs privés qui eux-mêmes vont donc financer la poursuite du développement, et c'est ce qu'on appelle des levées de fonds. Donc, on va agir sur différents types de domaines de la santé, que ce soit la biotech, la pharma avec les nouvelles thérapies, la santé numérique sur des sujets aussi comme e-santé, et tout ce qui est dispositif médical au sens large. Donc, dans les voies de sortie que je vous expliquais tout à l'heure, en fait, on a soit des entreprises qui sont des exploitants de sociétés existantes, 40% de la sortie du projet. Et ce qu'on voit, c'est que dans le cas particulier de la santé, on est quand même sur un modèle start-up qui est majoritaire à 60%. Donc, ça va concerner donc des indications assez diversifiées, comme vous pouvez le voir. Évidemment, nous dépendons un peu des innovations du territoire, et on sait que voilà, à Lyon, sur l'oncologie, les maladies infectieuses, il y a beaucoup de choses qui se passent. Mais je dirais pour nous, on va dire qu'on va pouvoir aussi avoir d'autres sujets qui adressent voilà, même la gestion des urgences. Et ce que je vous explique là sur cette diapo n'est pas bien sûr exhaustif. Il y a bien entendu d'autres opportunités, d'autres secteurs. Donc, nous avons, dans plus a signé un accord de partenariat avec les HCL. Excusez-moi, Anne, on a une question sur le chat. Oui. Quelle est la différence entre entreprise et start-up? Alors, une start-up, c'est que c'est une entreprise qui est très jeune, qui est en cours de structuration, soit elle est en ce qu'on appelle en cours de création, donc elle n'existe pas encore, et elle est en train de créer son projet entrepreneurial. Donc là, on est ce qu'on appelle en anté-création. Soit elle est tout juste créée et elle démarre. Et en fait, on va dire que c'est une jeune pousse qui a moins de 3 ans d'existence. Voilà, si on peut la qualifier, c'est ça. Et donc, elle est en cours de structuration et en phase je dirais, de très très forte croissance. Donc, c'est des sociétés qui vont avoir des modes de fonctionnement et de développement très très particuliers. Voilà, c'est un peu comme un Est-ce que j'espère que j'ai répondu à la question? Je poursuis. Okay. Donc, je vais reparler donc, du partenariat qui a été signé avec les Salis et les HCL pour voilà, développer ces innovations médicales. Donc, en fait, je voulais en parler selon quatre axes qui nous semblent très structurants pour notre travail en commun. Donc, déjà, c'est le fait qu'effectivement, on a bien des expertises qui sont différentes et complémentaires. Avec donc, les HCL sur la recherche clinique. Donc, de notre côté, nous, on va plutôt travailler sur les sujets de valorisation, d'accès marché et patrimoine. L'opportunité de ce développement, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, pour les projets innovants des HCL qui naissent aux HCL, cette collaboration vous permet d'avoir accès à des financements complémentaires sur la maturation et la prématuration. Également, nous travaillons sur des sujets de patrimoine intellectuel qui sont effectivement aussi une des valeurs créées pendant
pendant la réalisation de ces projets. L'autre axe, c'est que il y a parfois donc, des projets qui vont être initialisés chez Pulsalis dans des laboratoires de l'UCBL, par exemple, et qui vont poursuivre en fait, le chemin vers des développements cliniques et donc vers les HTL. Et tout ça, bien sûr, dans l'esprit de, par la suite, d'accéder au marché. C'est là qu'on voit bien notre complémentarité. Il y a des flux, je dirais, de développement de projets dans les deux sens, vers les HTL et depuis les HTL. Et le quatrième axe, c'est bien sûr, comme nous sommes dans une démarche d'innovation, nous favorisons, en fait, on va dire, le développement de modes d'innovation qui engagent toutes les parties prenantes, que ce soit les patients, les soignants, les chercheurs et également les industriels au travers, bon là il y a un exemple comme le thiamuloplatine, mais bien sûr c'est voué à se développer avec encore d'autres possibilités et d'autres leviers d'opportunités. Donc à présent, je vais vous parler d'éléments, donc de méthodes sur la conduite de projet, pour expliquer un petit peu finalement comment on s'y prend quand on travaille avec Pulsalis. Donc déjà, ce qui est important, c'est que, comme je vous expliquais en début de l'intervention, le point de départ, c'est vraiment la technologie, les innovations, donc les résultats de recherche. Et dans l'évaluation que l'on va mener, en fait, on va déjà essayer de comprendre quel est le niveau de maturité de la techno quand elle arrive. Donc, typiquement, lorsqu'on va démarrer un projet de maturation ou de prématuration chez nous, on va se situer sur une échelle de 3 à 4, où là, on parle de preuve de concept, de développement préclinique. Si on est plus en amont, 2, 3, on est plutôt là sur ce qu'on appelle, nous, dans notre vocabulaire de la prématuration. Sur le 1, on est plutôt sur le champ de la connaissance. Et puis, vous pouvez imaginer tout au long donc, de la tête de ce trajet de l'innovation, une fois qu'elle est très, très développée, que les questions de la production ont été bien prises en charge, on va donc pouvoir accéder au marché. Et donc là, on parle de TRL 9 et donc de la commercialisation de cette innovation. Donc, ce que je voulais aussi compléter pour expliquer comment se passe le projet. Donc, en fait, je vous ai expliqué là une partie du travail que nous avons mené au stade de l'évaluation de ce projet innovant. Donc, quand nous évaluons les projets, non seulement il y a la dimension technologique, mais également d'autres dimensions telles que la nature des intellectuelles, la dimension économique, ça je reviendrai un peu plus en détail. Il y a aussi des questions juridiques qui se posent, est-ce que nous sommes compétents pour intervenir ou pas? Et donc voilà, il y a cette première étape. Et ensuite, donc, comme j'expliquais, Pulsalis va intervenir pour, je dirais, construire un projet. Donc, il y a une notion d'un peu de montage, d'ingénierie de projet, qui est quelque chose de très prégnant pour nous. Et donc, le projet va avoir un certain niveau de TRL en début de projet. Et donc, sur le trajet d'innovation, on va augmenter le niveau de développement grâce au financement activé dans le cadre de ce projet. Et donc, en sortie, on va avoir, nous, notre mission, c'est de signer des contrats d'exploitation, soit avec une entreprise existante, et là on parle de transfert à des entreprises, et également, donc on va transférer à des startups avec ces contrats d'exploitation, mais nous allons avoir un deuxième travail en parallèle de ce projet de développement qui va être d'assurer la création, le démarrage de cette entreprise. Et donc à ce moment-là, on va parler d'incubation lorsqu'on est vraiment tout autour de la naissance de la startup. Et quand il y a déjà des éléments de construction qui sont un peu en place, eh bien, on parlera d'accélération. Et les dimensions qui vont être importantes pour la réussite de ce projet entrepreneurial, ça va être vraiment de construire l'équipe, parce que la dimension humaine est très importante. C'est un facteur de succès ou d'échec sur les projets. Il n'y a pas que la technique. Les sujets d'incubation, on n'est pas focus sur la technique, on est sur d'autres sujets. La stratégie de financement, très important, bien entendu. Et par la suite, effectivement, quand on parle d'accélération, on parle d'internationalisation. Alors, je vais essayer de poursuivre. Voilà. Donc, que faisons-nous lors de ces projets? Qu'est-ce que nous développons? Qu'est-ce que nous activons? Je parlais tout à l'heure, effectivement, dans la réalisation des projets, de vraiment défendre vos innovations.
de les protéger. Donc, ça veut dire que si on fait un brevet, c'est un monopole qui est accordé sur l'exploitation de la technologie. C'est de protéger, par exemple, un savoir-faire ou un logiciel qui a été développé. Donc ça nous paraît très important par la suite, c'est de protéger pour arriver à capter la valeur issue du projet, dimension fondamentale. Pendant le projet d'innovation, en fait, vraiment très concrètement, nous allons faire des prototypes, obtenir des preuves de concept par rapport à des compléments de résultats des tests, soit classiques de labo de recherche, des tests mécaniques, mais aussi des résultats cliniques. C'est vraiment là, j'entends ça au sens large. L'autre point, on parlait des finances, très important. Donc là, il y a deux dimensions. Il y a effectivement le fait que Pulsalis agit comme vraiment financeur de l'innovation dans le cadre du projet de développement. Et par la suite, quand on sera en voie startup, il y aura un point très important, c'est de réfléchir avec l'entrepreneur sur la stratégie de financement. Et dernier point très important, c'est le dernier pilier, c'est vraiment le volet économique, puisque pour créer de la valeur, il faut bien sûr réfléchir aux perspectives de commercialisation. Et ce qui est très important, c'est quand bien même il y a un besoin médical, ce n'est pas suffisant pour se dire que ça va être transformé en modèle économique. Il faut quelqu'un qui achète le logiciel, la technologie au sens large, et donc que l'innovation ait trouvé ce qu'on appelle, nous, son modèle économique. Donc, en résumé, dans notre intervention, on va dire qu'on part de la matière première du laboratoire de recherche de l'hôpital jusqu'à la start-up. Et donc, dans le projet d'innovation, on va activer différentes dimensions à la carte. Donc là, il y a vraiment une notion de... C'est à chaque fois un projet qui est différent, personnalisé, et on va donc choisir les lots de travail en fonction du levier qu'ils apportent sur le développement du projet dans sa trajectoire d'innovation. On n'a pas des projets standardisés, on va dire que c'est des projets un peu à la carte qui vont financer les bons, ce qu'on pensait être les bons leviers. Je poursuis. Donc là, on a effectivement, donc on a dans notre vocabulaire ce qu'on appelle l'approche RIA, donc recherche, incubation, accélération. Voilà, donc ça c'est ce que je voulais vous dire sur les éléments de méthode. Et à présent, je vais vous parler de 4 projets en particulier où nous avons collaboré avec des praticiens, des chercheurs des HCL. Premier, ce qui est important déjà de rappeler, c'est qu'aujourd'hui, les projets viennent vraiment, ce sont des personnes, ce sont des innovateurs, c'est des gens qui ont des idées et des résultats. Aujourd'hui, les métiers auxquels nous avons eu affaire sont très différents. Et là, je vous en cite quelques-uns. Donc, ça va du kinésithérapeute à l'interne, aux médecins, aux chercheurs, praticiens universitaires, praticiens hospitaliers, ou PUPH. Et donc, on a une population qui est assez, vous voyez, diversifiée. Et donc, maintenant, je vais vous parler du projet de Camille Mérienne, qui est un pharmacien à l'hôpital Édouard Herriot. Son projet, c'est Free Farm Prédistable. Donc, en fait, dans sa pratique, Camille avait développé des modèles de prédiction de stabilité des médicaments. C'est lié à son métier. Et ce qu'il a constaté, c'est que en poursuivant ce développement, en fait, il y avait des perspectives pour raccourcir en fait la durée nécessaire pour les études de stabilité. Et le fait de raccourcir ce temps, ça permet d'accélérer potentiellement le développement de nouveaux médicaments. Donc ça, c'était une perspective court terme, moyen terme, et même à plus long terme, en termes vraiment de production de médicaments, il y a peut-être une opportunité, en utilisant ce type de méthode, de libérer les lots en temps réel, mais pas bien sûr, c'est une perspective au plus long terme. Donc en fait, voilà, j'illustre un peu la collaboration. L'innovation vient des HCL. Nous finançons, donc nous intervenons pour développer un logiciel, une première version. Camille va continuer dans le cadre du projet de maturation de développer de nouveaux modèles qui adressent à la fois des substances chimiques, mais également, et ça c'est très innovant, d'origine biologique. Et en fait, en sortie de projet d'innovation, donc ça va aboutir à la création d'un nouvel acteur qui est une start-up, parce qu'on pense que, justement, avec notre évaluation, nos études de marché, nous allons pouvoir voir qu'il y a la place pour un nouvel acteur. Et le gros levier, c'est d'aller chercher un futur dirigeant de cette start-up. Et donc, Camille va endosser un nouveau rôle au-delà de son métier de pharmacien. Il va devenir le directeur
directeur scientifique pardon, de la start-up, ce qu'on appelle CSO. Il va bien sûr rester pharmacien à l'hôpital, mais il va pouvoir avoir voilà, l'opportunité d'endosser un nouveau rôle. Et donc, on aura travaillé à la fois, comme je vous l'écris, en maturation et en incubation. Ça, c'était le premier exemple dont je voulais vous parler aujourd'hui. Un autre exemple, c'est un autre jeune chirurgien qui est Benoît Cosset, chirurgien cardiovasculaire qui travaille à l'hôpital Louis Pradel. Et donc, il a développé un premier prototype pour un stent innovant pour le traitement d'un certain type d'anévrisme de l'aorte. Donc, en fait, ce qu'il s'est dit, c'est que ce nouveau dispositif permettait d'éviter des opérations de chirurgie ouverte qui sont par essence plus risquées. Donc, il y a un changement de pratique médicale. Et donc, le financement de Pulsalis a permis, et donc ça, c'est un projet qui est en cours, de développer un nouveau prototype avec, par contre, des standards de fabrication semi-industriels et, bien sûr, complétés par des tests d'efficacité d'abord in vitro et in vivo sur certains types d'animaux. Et nous savons que par la suite, donc les HTL pourront financer d'autres, poursuivre ce développement clinique sur d'autres types d'animaux et bien sûr des phases ultérieures de développement clinique. Et à l'issue de ce projet, donc, il y aura la création d'une start-up. Donc Benoît Cosset a émis effectivement le souhait d'être dirigeant de cette start-up. Et donc, quand on compare son rôle par rapport à celui de Camille Mérienne, Benoît a pour vocation par la suite d'être le dirigeant de cette start-up. Une petite interruption puisqu'on a une question dans le chat. Oui. Pierre, son famille, qui nous demande si on peut cumuler cette activité. Alors, c'est suite à la notion de directeur scientifique, mais la même question se pose par rapport à la situation du docteur Cosset. Oui. Peut-on cumuler cette activité avec un emploi aux HTL? Voilà, alors ça, je pense qu'il y a peut-être une réponse croisée organisée également avec Philippe Roussel qui est connecté. Oui, mais tout à fait. En fait, ça dépend, la question dépend de l'employeur. Donc ça, c'est souvent ce que nous disons, il faut discuter, le porteur de projet doit discuter avec son employeur. Nous, on sait que c'est possible dans la pratique, il faut expliquer, préciser les modalités. Et puis, il y a eu aussi la loi au-dessus de la relation avec l'employeur, il y a la loi Pacte qui favorise aussi, dans certains cas, de s'impliquer dans des startups. Effectivement, pour plus de détails, la demande de ce qu'on appelle un concours scientifique dans une entreprise, c'est permis par la loi Pacte. Avant, c'était permis seulement pour les hospitalo-universitaires. Maintenant, c'est également ouvert aux professionnels, pas seulement soignants d'ailleurs, hein, pas seulement médicaux, mais qui sont seulement hospitaliers. Et donc, pour avoir plus d'informations sur les modalités concrètes pour passer les étapes de comité de déontologie, etc., exposer le projet, je vous invite à contacter le secteur valorisation et propriété intellectuelle de la direction de l'innovation. Et notamment, c'est Philippe Roussel qui est votre interlocuteur pour examiner votre projet particulier et vous expliquer toutes les démarches pour faire ce concours scientifique. Donc, je vais vous parler d'un troisième exemple. Donc là, nous avons le projet BIMEDOC. Donc, l'innovateur était Monsieur Michel Todd, qui est un PUPH de la faculté de médecine de Lyon-Sud, donc une des mixtes, à la fois HCL et UCPL. Et donc, il avait au départ donc, des modèles de prédiction et des bases de données concernant les interactions médicamenteuses. Et voilà, ce qu'il s'est dit, c'est que cette information pouvait être intéressante, puisqu'il y a effectivement un enjeu aujourd'hui de prévenir les effets indésirables médicamenteux qui occasionnent des hospitalisations et des décès. Et ces résultats de recherche permettaient de faire des progrès dans ce domaine. Pulsalis a investi pour développer ce logiciel, intégrer cette brique dans des logiciels d'aide à la prescription. Ces résultats ont intéressé un acteur existant qui s'appelle la société BIMEDOC. Et donc aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est que cette innovation de Michel Todd, elle a été commercialisée puisqu'elle est intégrée aujourd'hui dans des logiciels qui sont utilisés dans les pharmacies d'officine, par exemple.
Voilà. Donc, vous voyez que l'accès marché, là, dans ce cas, a été assez rapide. Et donc, nous sommes sur ce qu'on appelle, nous, dans notre vocabulaire, un projet de maturation. Et dernier exemple. Donc là, c'est un cas un petit peu différent. On parle de le projet neuroimagerie. En fait, le point de départ de l'innovation est venu plutôt d'un laboratoire de recherche qui était Creatis, qui se trouve sur le campus de la Villeroy et de l'UCBL, où c'est bien sûr un laboratoire de recherche d'informatique, mais qui est très connecté au sujet de la santé. Et donc, le professeur donc Bruno Moncel avait effectivement développé des premiers logiciels pour pouvoir identifier les zones fonctionnelles d'un tissu cortical. Donc en fait, je vais vous parler un petit peu de la problématique. Donc si on reprend, je dirais, la situation des opérations, donc il y a des opérations de résection de la tumeur cérébrale. Donc en fait, le neurochirurgien a à sa disposition d'une part un microscope chirurgical et d'autre part d'autres dispositifs qui lui permettent par stimulation électrique de voir, d'identifier les zones du cerveau qui sont fonctionnelles, parce que pour lui, ce qui est important lors de son geste opératoire, c'est que par une mauvaise manipulation, cela occasionne des dommages cognitifs au cerveau du patient. Et donc, il va avoir cette double vision. Et en fait, le but là, du projet que nous avons mené, c'est de faire en sorte que le fait de pouvoir avoir cette fonctionnalité d'identifier les zones fonctionnelles, ce soit intégré dans le microscope. Voilà. Donc, ce n'est plus par des techniques de stimulation électrique, mais par des techniques d'imagerie, donc de visualisation. On change la méthode, mais la fonctionnalité, elle reste la même. Et donc, on a, entre guillemets, un outil tout en un, un super microscope. Donc, le fait d'avoir ce super microscope, on peut imaginer que, par contre, le bénéfice pour le neurochirurgien, déjà, d'avoir les meilleures conditions pour la réalisation de son opération, et également de réduire son temps d'intervention. Voilà. C'est à la fois un bénéfice clinique, et ça doit aussi peut-être un bénéfice financier, puisque le bloc opératoire pourra accueillir d'autres opérations. Donc l'innovation est bien en provenance d'un laboratoire de recherche de l'ICBL, mais aujourd'hui, donc le projet est en cours, elle va poursuivre, on sait qu'elle va poursuivre son développement, puisque nous sommes sur la trajectoire de l'innovation, voilà, comme je vous expliquais avec les TRL, et donc poursuivre ce développement aux HCL. Et dans le cadre de ce projet de maturation, nous avons identifié donc, un fabricant de microscope chirurgical qui est intéressé par voir cette brique logicielle intégrée dans les microscopes que lui vend déjà. Et donc là, on voit que nous sommes en maturation et nous avons fait intervenir dans le cadre de notre projet de maturation, nous sommes allés chercher un neurochirurgien à l'hôpital Pierre-Bémer et donc qui a pu participer à ce projet de maturation pour s'assurer que du point de départ de l'innovation de Creatis, bien entendu, lui étant le praticien, il pouvait accompagner le développement de cette innovation en prenant en compte les besoins, sachant que lui est le futur utilisateur de la technologie au travers de cet instrument. Voilà, c'était ce que je voulais vous illustrer avec quatre sujets. Et donc voilà, si vous avez des questions, je suis à votre écoute. Je vais enlever le partage, peut-être, Armel. Oui. Merci beaucoup Anne pour cette présentation qui m'a semblé très claire, même si on est sur des concepts qui parfois sont familiers aux personnes qui travaillent à l'hôpital, mais parfois sont quand même un petit peu lointains. Et on espère avoir rendu un tout petit peu plus clair non seulement cette idée du continuum de l'innovation, mais surtout les étapes sur lesquelles Pulsalis, qui est un acteur vraiment très bien implanté, très reconnu sur le transfert de technologies en matière de santé. On a toutes les SAP sur les différents territoires n'ont pas une coloration santé aussi forte. On a la chance à Lyon d'avoir de façon naturelle dans notre environnement, à travers la SAP Pulsalis, un interlocuteur qui a une bonne partie de son portefeuille, vous l'avez vu, en matière de santé, qui nous connaît bien. Donc j'espère que cette présentation vous a permis d'avoir une vision plus claire des différentes
différentes étapes, la fameuse méthode RIA qui vous a été présentée par Anne. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions. Un élément important, c'est que, comme l'a bien dit Anne tout à l'heure également, au départ, Pulsalis est là pour approcher et valoriser, transférer tout ce qui sort des laboratoires de l'université à Lyon et Saint-Étienne. Donc, il y a un lien automatique, naturel, et depuis de longues années, sur tout ce qui sort de l'université et donc de nos professionnels universitaires. Mais par la diversité des professionnels accompagnés actuellement, on voit que l'accompagnement est tout à fait possible aussi pour des projets qui ne sont pas portés par des professionnels universitaires. Donc, des professionnels soignants non universitaires, mais aussi des professionnels non soignants, s'ils ont un projet qui relève de l'innovation et qui peut bénéficier éventuellement d'un accompagnement, peut être soumis à Pulsalis qui fera une analyse. Ce n'est pas une garantie d'accompagnement, mais l'analyse des projets portés par des non-universitaires est possible parce que nous avons signé un accord cadre entre les HCL et Pulsalis en octobre 2020 qui rend tout cela possible. Ça n'a l'air de peut-être pas grand-chose, mais en fait, c'est quand même très important pour faire en sorte que les compétences nombreuses de ce partenaire puissent être mises à disposition des compétences nombreuses aussi de nos professionnels et vice-versa. Et donc, une façon d'interagir ensemble qui n'a fait que se renforcer ces dernières années. Je ne vois pas de nouvelles questions sur le chat. Vous avez les coordonnées de Pulsalis sur les diapositives, le lien naturel également pour présenter toute invention, tout projet qui pourrait avoir vocation à être accompagné par Pulsalis. C'est à travers le secteur valorisation de propriété intellectuelle. Vous avez les coordonnées de Philippe Roussel dans le chat, ce qui nous permet d'être bien informés des projets, de qualifier un petit peu les choses et ensuite de vous accompagner dans le lien vers Pulsalis. Merci beaucoup. On va passer à la présentation des actions de la Fondation HCL de façon générale, mais plus spécifiquement au service de l'innovation. Sophie Mérigot va donc prendre la main. Bonjour à tous, désolée pour ce cafouillage. C'est bon, Ahmed? Oui, ok, merci. Donc, merci de me donner l'occasion de cette prise de parole et de vous présenter effectivement la Fondation Hospice Civil de Lyon. Donc, l'idée, en effet, c'est de vous donner un petit panorama global de ce qu'est la Fondation et de ce qu'elle fait, parce que effectivement, parmi l'auditoire, j'imagine qu'il y a un certain nombre d'entre vous qui ne connaissent pas forcément la Fondation, ou tout du moins qui en ont une idée peut-être assez vague. Donc, merci en effet de me donner l'occasion d'en parler. Donc, très rapidement, hein, d'abord, une fondation, pourquoi faire?
l'idée, c'était effectivement de relancer la générosité des Lyonnais et des Rhône-Alpins vis-à-vis de leur hôpital. On sait que les HTL ont bénéficié de dons et de legs pendant fort longtemps. Ce flux qui était naturel, finalement, a fini par diminuer, voire quasi se tarir, hein, parce qu'en effet, la générosité, il y a quelques dizaines d'années ou quelques siècles, finalement, la générosité, on n'avait pas tellement de choix. Il y avait les indigents et les malades et son Église. Aujourd'hui, pour qui va faire preuve de générosité, bien évidemment, les possibilités sont multiples. Et puis, par ailleurs, il n'est pas forcément dans l'ADN de l'hôpital public de faire sa promotion et d'appeler à la générosité, finalement. Donc, il a été décidé effectivement au sein des HCL, constatant que ce flux de flux naturel diminuait, et bien de créer une fondation, donc un outil dédié pour aller chercher des fonds auprès du secteur privé. Donc, je dirais que oui, c'est peut-être une bonne et heureuse idée de créer un outil dédié et un outil juridiquement distinct des HTL, parce que le fait qu'il y ait un outil dédié à la collecte de fonds est plutôt de nature à rassurer tout le monde, à la fois les donateurs, mais également les porteurs de projets, dans le sens où pour un donateur, que va devenir mon don de 50 €, de 10 000 €, même de 50 000 € lorsque je le verse aux HTL? On est dans le cadre des finances publiques, on sait que ça arrive toujours. Le tout, c'est que ça arrive dans les temps. Donc, le fait d'avoir créé, en effet, une structure juridique distincte des HTL pour collecter ces fonds, eh bien, permet d'aller plus vite. Et donc, c'est une garantie, en effet, pour les donateurs, une garantie de traçabilité des dons vers des projets concrets. Et donc, on s'est efforcé de mettre en place un circuit court, c'est-à-dire que donc, ces projets qui émanent de porteurs qui peuvent être soit des médecins, soit des soignants, soit des directeurs, eh bien, ces personnels HTL vont présenter un projet qui correspondra bien sûr à un besoin très nettement identifié, et ils vont commencer par le présenter à leur direction de référence. S'il s'agit d'un projet de recherche, ce sera à la direction de la recherche. S'il s'agit d'un projet patient, enfin confort patient, accompagnement patient, il le présentera d'abord à la direction de son groupement. Et s'il s'agit d'un projet d'innovation, il commencera par le présenter à sa direction de référence. Pourquoi ce premier filtre? Eh bien, tout simplement parce que ces directions-là ont une vision globale à la fois des besoins, mais aussi des sources potentielles de financement. Et il n'est pas bon, bien évidemment, il n'est pas pertinent que tout type de projet soit présenté à la Fondation. On va aller présenter un projet à la Fondation lorsqu'on sait que les financements académiques seront difficiles à trouver. Il faut que réserver, entre guillemets, ces fonds privés à des projets qui ne sont pas éligibles ou difficilement éligibles en tous les cas à des fonds académiques, à des financements académiques. Donc un premier filtre, en effet, opéré par les directions de référence. Une fois ce filtre opéré, les projets sont présentés au comité d'orientation projet de la Fondation Hospice Civil de Lyon, ce comité étant composé à la fois de tous des professionnels des HCR, hein, bien sûr, avec des médecins, bien sûr, des représentants des CMEL et puis des représentants des directions diverses, donc innovation, recherche, DIB, soins infirmiers, etc. Donc, les projets vont être instruits au sein de ce comité d'orientation projet. Une fois ces projets instruits, notés et donc validés, ils intègrent en principe un catalogue de projets et nous allons, quand je dis nous, hein, ça regroupe l'équipe de la Fondation qui est une micro-équipe, hein, composée d'un président, d'une déléguée générale, moi-même, et puis une chargée de mission et une assistante. Donc, le président et moi-même, nous allons rechercher les fonds pour financer le dit projet. Et une fois ces fonds réunis, nous allons pouvoir les flécher
sur les projets en question. Par ailleurs, bien sûr, nous collectons des dons qui ne seront pas fléchés, des dons notamment auprès du grand public, et la notation obtenue par les projets nous permettra de prioriser ces projets pour leur attribuer des enveloppes issues des fonds non fléchés de la part du grand public. Donc voilà, un circuit court qui est assez efficace, on s'y efforce en tous les cas. Donc, une fois que je vous ai dressé le paysage, les contours de ce circuit court et du process de présentation des projets, de quel type de projet peut-il s'agir? Donc, en effet, on a défini plusieurs axes d'intervention. Donc, il y a un premier volet qui est un volet très prendre soin avec amélioration de l'accueil et du confort du patient, l'amélioration de l'accompagnement du patient, surtout dans un contexte de pathologie chronique. Donc, un volet très care, prendre soin. Et puis, il y a un volet recherche et innovation. Ça, ce sont les 3 premiers axes qui ont été définis dès la création de la Fondation, dont je ne vous ai pas dit qu'en réalité, elle était assez récente, hein, puisque elle a été créée sur le papier en 2013 et elle est opérationnelle finalement depuis 2016. Donc, c'est une fondation très récente. Et dès le départ, effectivement, on a défini ces 3 axes d'intervention. Vient s'y ajouter maintenant un 4e volet qui est le prendre soin des professionnels de santé. Ceci, suite à la crise sanitaire, où il nous a semblé juste évident que l'on soit aussi sur ce volet-là. Donc, un spectre d'intervention finalement très large, avec toujours un fil rouge, c'est la recherche d'un bénéfice direct et concret, parce que c'est ce bénéfice direct et concret qui nous permet de convaincre les mécènes de financer ces projets. Donc, s'agissant de l'innovation, donc qui est un volet initialement prévu, hein, vous l'avez compris. Il y a une évolution néanmoins, c'est que nous avons décidé, sur l'impulsion du directeur général et de la toute nouvelle direction de l'innovation, eh bien, de renforcer notre soutien à l'innovation. Et nous avons acté que nous attribuerions une enveloppe minimale annuelle de 200 000 € à ces projets de prématuration. Alors, c'est à la fois beaucoup et pas beaucoup. On est, considérant qu'on est un organisme de collecte encore tout récent et dont le niveau de collecte n'est pas vérifique, hein, pour vous donner un élément de mesure, on finit l'année 2021 à 2,6 millions de collecte. Donc, on est encore un petit acteur de la collecte, mais avec de grandes ambitions. Donc, on devrait grandir. Chaque année, nous grandissons. Donc, cette enveloppe de 200 000 €, je dirais que c'est une enveloppe de principe et c'est un minimum. Donc, et ça va, je dirais, dans le sens de l'histoire. La Fondation HCL doit être un financeur de l'innovation. Et je dirais qu'il y a une écoute particulière, notamment des mécènes entreprises, donc sur ces sujets d'innovation. Donc voilà, cette fondation, c'est vraiment le pont, je dirais, entre la société civile et les hôpitaux. C'est le vecteur privilégié pour la collecte de fonds privés susceptibles de venir financer des projets déployés au sein de l'hôpital. Parce que ça aussi, je ne vous l'ai pas dit, mais le périmètre d'intervention de la Fondation HCL, ce sont des projets déployés au sein des hôpitaux, des HCL, et portés par des équipes des HCL. Donc, je reviens sur le process de sélection, hein. Donc, on identifie, fort de ce circuit court que je vous évoquais tout à l'heure, on identifie en fait chaque année, à peu près chaque période de 12-18 mois, des projets dits prioritaires
avec des grosses guillemets, parce qu'on sait très bien que tout est prioritaire, mais ce sont des projets en fait qui vont nous servir un peu de tête de gondole et de produits d'appel, et sur lesquels on va flécher de façon prioritaire les dons que nous collecterons. Donc, il y a toujours un projet accueil, confort, accompagnement, et puis des projets recherche, innovation et équipement innovant, avec bien sûr un ou deux POC, voilà, et un projet jeune chercheur. Il y a, et de façon tout à fait inappropriée, un troisième bullet point sur les projets de recherche déjà financés pour lesquels il manque un budget, parce que ça ne rentre pas dans les projets prioritaires, mais ça rentre dans l'item suivant, c'est le catalogue de projets. Donc en effet, ce qui n'est pas prioritaire, mais ce qui est instruit et validé par le comité d'orientation projet, rejoint un catalogue de projets, donc à présenter effectivement en deuxième intention aux donateurs. Alors l'inscription au catalogue, soyons clairs, ça ne donne pas de garantie absolue de financement. Ça permet d'avoir des opportunités de financement. D'accord? Donc voilà, donc vous l'avez compris, hein, les porteurs de projets ne saisissent pas directement la fondation, ils passent par leur direction de référence et leur projet est susceptible d'être financé, soit dans le cadre d'un POC, soit dans le cadre d'un projet prioritaire, soit dans le cadre d'un projet plus largement au catalogue. Voilà. J'ajoute un commentaire. Donc, pour les projets de type preuve de concept, hein, qui relèvent de la prématuration, les directions référentes sont bien sûr la direction de l'innovation, la direction de la recherche en santé. Et donc, nous examinons ces projets. Les critères sont que ça relève de la preuve de concept, que ça génère de la propriété intellectuelle pour les HCL, ou que ça soit susceptible de générer de la propriété intellectuelle pour les HCL. Et aussi d'avoir déjà un peu en tête la phase d'après, c'est-à-dire après la preuve de concept, qu'est-ce qui peut se passer. Et c'est là où on voit bien l'articulation entre le financement par la fondation de ce type de projet, de type preuve de concept, et puis la perspective qu'ensuite ça puisse intéresser un acteur tel que Pulsalis. Et c'est bien pour créer l'articulation entre ce qu'on finance grâce à la fondation et puis déjà un acteur du territoire qui connaît le projet, qui en a entendu parler et qui, si les résultats de la preuve de concept sont concluants, s'apprête à l'accompagner. C'est bien toute cette articulation globale, ce continuum, en ce projet, en analysant vos projets, on cherche à évaluer et ensuite à accélérer. Donc, tous les projets preuve de concept n'ont pas vocation à être financés par la fondation, mais en passant par la direction de l'innovation et ou la direction de la recherche, et en ayant toujours en tête cette notion de création de propriété intellectuelle pour les HCL et d'avoir prévu le coup d'après. Alors là, c'est effectivement une possibilité que nous soumettions à la fondation et qu'ainsi s'enclenche une histoire qui potentiellement peut aller très loin. Merci Armelle pour ces précisions importantes effectivement de critères de présentation des projets POC. Donc après, je vous ai mis quelques exemples en fait de projets donc, qui ont été financés par la Fondation sur ces différents axes d'intervention. Je vous laisse les découvrir. En fait, je peux vous renvoyer en fait sur Pixel dans l'onglet Fondation que l'on retrouve dans l'organisation. Il y a un dossier de presse qui reprend en fait vraiment le panel de toutes nos réalisations depuis 5 ans de reconnaissance d'utilité publique, puisque en effet la Fondation HTL a 5 ans depuis 2 mois, 5 ans de reconnaissance d'utilité publique, et à cette occasion-là, on a fait vraiment un gros travail de recensement de tous les projets financés sur nos différents axes. Donc, vous voyez, ce sont des projets extrêmement variés, d'enveloppes très différentes. Ça peut aller d'un projet à 2 000 € comme à un projet à 500 000 €. Donc, des projets, en effet, très, très variés. Alors maintenant, s'agissant effectivement de l'innovation, il y a effectivement ce qui relève de l'innovation au sens de la cellule innovation des HCL, donc avec ces projets qui répondent aux critères qu'évoquait à l'instant Armelle. Donc, on a eu l'occasion en 2021 de financer le projet du professeur Feugier, hein, qui consistait à
l'impression 3D d'un modèle anatomique d'une lésion aortique. Donc ça, c'est financé et on a dans nos tuyaux d'autres projets en impression 3D relevant d'époque. Et je vous ai mis aussi un autre exemple là de projet qui est le robot Digisurge, qui est en cours d'élaboration en collaboration avec le docteur Lombard à Desgenet. C'est une collaboration effectivement professeur Truy, chef de service d'ORL à HEH, et du docteur Lombard. Donc, il s'agira effectivement de robotiser complètement les phases opératoires de la chirurgie ORL, de la sphère ORL. Donc voilà un exemple de POC à financer et sur lequel nous essayons de mobiliser les mécènes sur l'année 2022. Et puis à côté de cette innovation, effectivement, qui répond véritablement aux critères de la cellule innovation, eh bien, il y a d'autres projets que nous considérons à la Fondation comme innovants, et on a ce regard, nous, pour le coup, un peu plus grand public, et on a eu l'occasion, par exemple, de financer la plateforme de biologie 3D pour dite NanoString au centre de biologie à Lyon-Sud, et qui consistait en fait à maximiser l'information. C'est une technologie en fait ultra sensible basée sur le comptage digital des codes barres moléculaires qui permet en fait d'étudier, je crois que c'est 800 fois, jusqu'à 800 cibles d'intérêt en même temps, avec une production de résultats beaucoup plus rapidement, avec un bénéfice patient d'épargne et de personnalisation en fait véritablement des traitements pour les cancers du sein en particulier. Donc ça, c'est effectivement un projet qu'on a eu l'occasion de financer il y a 3 ans. Et puis un autre exemple de projet, donc pour lequel la collecte est en cours, eh bien c'est un projet d'exoscope qui viendra équiper, on l'espère, le service de neurochirurgie pédiatrique, dans le but de faciliter l'exérèse des tumeurs cérébrales de l'enfant, toujours pareil, avec une recherche de maximisation de la sécurité du geste et de préservation des fonctions. Donc voilà des exemples de projets financés ou à financer. Donc, ce qu'il faut que vous reteniez en effet, c'est que la Fondation est un financeur potentiel de projets d'innovation qui peuvent être en réalité de toute nature, parce que là, il se trouve que ce sont des projets assez techno, mais la Fondation est susceptible de financer des projets d'innovation dès lors que ces projets rentrent dans les axes d'intervention de la Fondation. Voilà, je suis à votre écoute si vous avez des questions. C'est vrai qu'on peut citer aussi le projet d'espace de coworking pour les patients à Edorario, qui n'est pas un projet technologique, mais un projet d'innovation au service de la qualité de vie à l'hôpital de nos patients, né de la première vague Covid, où on avait bien mis en évidence la nécessité pour les patients de pouvoir parfois conserver une activité professionnelle tout en ayant leurs soins et de les mettre dans un environnement qui permet cela. Tout à fait. Est-ce que vous avez des questions à adresser à Sophie Mérideau, la déléguée générale de la Fondation HCL, après cette présentation? Vous retrouvez les grandes lignes sur le site intranet et internet. Vous avez les coordonnées, les façons de la contacter, donc n'hésitez pas. Nous arrivons à la fin de ce 4e webinaire innovation. Je vous remercie tous beaucoup de votre participation. Je vous remercie avant tout nos orateurs. Je vais vous partager une dernière fois mon écran pour vous informer des prochains webinaires que nous avons prévus pour vous, puisque à la rentrée, nous avons un programme qui nous semble de nouveau assez intéressant. Le 23 septembre, ce sera la présentation des projets innovants qui sont lauréats de la 3e édition de l'appel à projets innovation interne.
Cette semaine s'est tenu le directoire qui a validé les 11 nouveaux projets portés par des professionnels internes aux HCL et qui vont être soutenus financièrement et en termes d'accompagnement et de suivi par le budget innovation. Donc, les lauréats viennent d'être informés et nous allons communiquer très prochainement sur intranet et internet à ce sujet. Mais sachez d'ores et déjà que vous aurez le 23 septembre, donc vendredi 23 de 13h à 14h, lors de notre 5e webinaire à innovation, la présentation un peu plus en détail des projets innovants lauréats de cette 3e édition. Le 21 octobre, on vous donne rendez-vous pour vous parler des projets d'innovation organisationnelle, qu'on appelle parfois aussi les projets article 51, qui visent à transformer de façon dérogatoire aux modalités de fonctionnement actuelles la façon dont sont construits les parcours de soins. Donc, un domaine d'innovation bien particulier sur lesquels les HCL sont en pointe à la fois en matière de portage de projets, de participation à des projets ou d'évaluation des projets au niveau national. Et puis enfin, un nouveau webinaire prévu le 18 novembre qui là sera en partenariat avec le Fonds Recherche Innovation de la Fédération hospitalière de France, la FHF, qui vous présentera un petit peu tous les outils, et ils sont nombreux, qu'ils ont développés et qu'ils mettent à disposition pour soutenir l'innovation dans les établissements de santé. Et puis en décembre, je vous annonce d'ores et déjà le 16 décembre la grande journée de l'innovation aux HCL qui se tiendra dans nos nouveaux locaux à Gerland, puisque la direction de la recherche en santé et la direction de l'innovation déménageront mi-octobre dans des nouveaux locaux dans le biodistrict de Gerland. Donc voilà, je vous souhaite à toutes et à tous un très bel été. Merci encore de nous avoir suivis et puis rendez-vous à la rentrée pour de prochains webinaires innovation.